Alors Fabrice Bohin, Algaia, c'est une société à succès. Hein. Quand on tape Algaia sur Aliquant, je ne vais pas dire l'autre moteur de recherche, mais on en trouve. Ouais. Pourtant, c'est pas vieux. J'ai vu un titre, je ne sais plus, je crois pas que ce soit Ouest France. Le futur est dans les algues. Oui. C'est vous qui avez déclaré ça. Alors pourquoi ? C'est pas moi qui l'ai déclaré, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent aujourd'hui. Donc Algaia est effectivement une société qui est assez voisine ici à Saint-Lô, c'est ça ? En fait, on a un centre R&D à Saint-Lô, on a un centre de production qui se trouve dans le Finistère, en Bretagne, et on a un bureau qui est un siège aujourd'hui à Paris, et on va certainement déplacer le siège d'ailleurs en Bretagne prochainement. Donc c'est une société qui pèse. Donc c'est pas une société de recherche et de développement. Elle fait de la recherche et développement, mais elle pèse déjà 95 personnes. Elle a quel âge, Algaia ? Elle est très récente, puisque le nom Algaia a été déposé en mars 2016. Donc, oui, effectivement. Oui. Et l'année dernière, on a. Donc vous êtes une start-up des algues, on peut dire ça ? Ouais, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, plus une start-up. Une jeune pousse. Ouais, une jeune pousse. Bon, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 15 l'année dernière. On a ça va faire des jaloux, ça. On a fini à plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je ne crois plus qu'on soit une start-up. Hein. On a des syndicats, on a tout ce que vous voulez qui ne sont pas de la catégorie de la start-up. Donc, avec qui on s'entend bien d'ailleurs. Hein, c'est enregistré, hein, attention. Oui, je repasse le bonjour. Donc, je ne crois pas qu'on fasse vraiment partie de cette catégorie. Okay. Alors, Algaia, c'est quel produit ? C'est quoi l'idée ? Voilà, donc en fait, on vend plusieurs milliers de tonnes d'actifs extraits d'algues. D'accord. Donc, principalement pour l'agroalimentaire. Également la cosmétique, etc. Et on a développé des technologies qui permettent de co-extraire à partir des mêmes matières premières. Donc les algues, on en consomme aujourd'hui à peu près 40 000 tonnes. Donc on est un des plus gros consommateurs français d'algues françaises. De ces 40 000 tonnes, on extrait plusieurs milliers de tonnes d'actifs que l'on vend maintenant dans plus de 40 pays dans le monde. D'accord, vous vendez à d'autres producteurs dans des secteurs très divers. Vous les mangez tous les jours sans le savoir. Ce sont des extraits qui servent dans l'agroalimentaire, qui permettent de remplacer les matières grasses, par exemple, qui permettent de remplacer les boyaux d'origine animale dans les saucisses, etc. Donc vous avez plein d'applications. Et qui sont méconnues, en fait. Qui sont méconnues, mais en fait, c'est historique, hein, c'est empirique. Ça date de plusieurs centaines d'années. Il y a plusieurs centaines d'années, les femmes déjà en Irlande faisaient des gâteaux avec du lait en utilisant des algues, et ça gélifiait le lait. Et ensuite, les scientifiques se sont penchés sur la question, ont découvert qu'il y avait des actifs, ont commencé à extraire ça. J'étais pas né, hein, donc quand ils ont commencé. Et aujourd'hui, c'est une industrie, rien que cette industrie-là d'extrait d'algues conventionnelles pour tout ce que je viens de vous décrire, c'est déjà une industrie qui pèse $1 milliard. Plus d'1 milliard. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une quinzaine d'années, d'autres développements se sont accentués pour se rendre compte qu'il y avait d'autres actifs dans les algues qui pouvaient servir à d'autres choses. Donc, en l'occurrence, les biostimulants. Donc, certains d'entre vous en ont déjà parlé. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines molécules dans les algues qui, quand vous les mettiez sur les plantes, leur permettaient de produire des défenses immunitaires, de mieux résister, etc., des stress hydriques, thermiques, etc. Donc ça, c'est une nouvelle activité qui s'est développée. Il y a des activités liées aux actifs pour la cosmétique. On s'est rendu compte qu'il y avait des effets antioxydants, anti-âge, etc. Enfin, j'en passe, et des meilleurs. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est en plein essor à l'échelle internationale. Avant que je rejoigne des fonds d'investissement et que je crée Algaia, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des grands groupes, dont un grand groupe américain qui s'appelle Cargill, qui pèse $130 milliards. Donc j'ai pu voir à l'échelle internationale ce que c'était que les extraits naturels, les extraits de plantes, les extraits d'algues. Et je peux vous dire que ce qui est sûr, c'est que les algues ont un avenir extrêmement important. Et pour une raison bien simple, c'est que aujourd'hui, vous allez essayer de me trouver une autre matière première qui soit une matière première qui n'ait pas besoin de pesticides, pas besoin de fertilisants, pas de problème d'irrigation, hein, pas de problème de GMO,
que vous allez récolter. Vous pouvez même la cultiver, mais c'est autre chose. Vous allez la récolter, elle va repousser. Vous ne tuez rien, vous ne détruisez rien, etc. Si vous m'en trouvez une autre, matière première comme ça, je vous paye une bière. Parce que pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Et en fait, vous êtes là sur une matière première donc complètement renouvelable. Il n'y a pas des bières à base d'algues? Certainement, il y a plein de choses maintenant qu'on fait à base d'algues, mais j'ai pas goûté celle-là, mais à tout à l'heure, donc pour l'essayer. Mais vous avez une matière première qui est extrêmement intéressante. Et là, on est en France. À l'échelle internationale, il faut savoir que la France est déjà quasiment un des grands du domaine. Parce qu'en France, on extrait aujourd'hui de la mer et par des filières très bien organisées, parfois les mieux organisées au monde, plus de 100 000 tonnes d'algues. Et en Europe, on est la deuxième pays de l'Europe continentale, la Norvège étant le premier. Et à l'échelle internationale, avec ce genre de qualité d'algues, je ne peux penser qu'au Chili, comme étant le premier pays. D'accord, donc on est vraiment dans le on fond est de tête, extrêmement bien placé. On a à la fois la biomasse de qualité, le littoral qui permet d'aller les chercher. On a une organisation de pêcheurs, etc. Bon, il faut qu'on développe plus cette filière, etc. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y avait des algues, par exemple, qui s'appelaient les Chondrus crispus en France. Il y a très longtemps, c'était des algues rouges qui étaient utilisées pour faire des gélifiants. Et en fait, c'est pas que les algues ont disparu, c'est que la filière pour y accéder a disparu. Mais il faut qu'on travaille beaucoup plus sur cette filière parce que derrière, il y a des tonnes d'emplois, d'activités qui peuvent se développer, d'économies. Et c'est vrai que la France, dans le domaine des algues, c'est un peu le parallèle que vous pourriez faire avec le Bordeaux, quoi. Mais est-ce que donc les algues sont de grande qualité, qu'on trouve naturellement, et s'il faut en produire ou pas? Alors, en produire, c'est une autre chose. Donc, vous avez les macro-algues, et puis vous avez les micro-algues. Vous avez les macro-algues que vous récoltez, les macro-algues de culture. C'est pas les mêmes applications parce que c'est pas les mêmes coûts. Donc, vous pouvez pas produire des macro-algues et les vendre pour l'industrie qui va en faire des extraits d'actifs parce que ça serait pas économique. Et les micros? Alors, les micros, c'est encore plus compliqué. Donc, vous pouvez les produire, la spiruline, etc. Je vais pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est encore plus compliqué, donc ça prendrait trop de temps. Pour ce qui est simple, on a... en fait, on sans trop le savoir, parce que c'est vrai que ça fait pas la une du JT tous les jours, le fait que... il faudrait que ça fasse la une du JT, parce que vu la quantité de... vous voyez, ça fait la une d'aujourd'hui, mais vu la quantité d'économies, d'emplois que l'on peut créer à partir de cette... biomasse naturelle renouvelable que l'on a, et en plus on dispose d'un bassin, je dirais, intellectuel de qualité en France. Il y a beaucoup d'innovations et d'idées qui sont venues, qui ont émané de la France pour ensuite rayonner à l'échelle internationale. Je pense que c'est vraiment un endroit où la France doit se mobiliser beaucoup plus. Alors, en Bretagne, je sais qu'on est en Normandie, donc je ne vais pas créer des problèmes politiques, mais vous avez vu d'ailleurs qu'on a un centre R&D en Normandie et un centre de production en Bretagne, et qu'on est quand même qu'à 3 heures de distance l'un de l'autre. Mais c'est vrai que la Bretagne a très bien compris ça, et qu'on travaille beaucoup avec le gouvernement, la région, etc., pour essayer de développer tout ça. C'est jamais simple, mais les choses avancent. Mais question un petit peu bête, vous dites, il y a longtemps qu'on le sait, on a on a eu un matériau entre guillemets de très grande qualité, et votre société a 2 ans. La société a 2 ans, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que il y a une filière qui est très bien faite, mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on se réveille? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Je pense qu'on se réveille. C'est une question, non, mais c'est une bonne question, mais je pense qu'on se réveille, mais aussi, très simplement, on est à la croisée des chemins entre quelque chose qu'on peut faire et quelque chose que le marché veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus... vous avez qu'à allumer la télé pour vous rendre compte que dans la cosmétique, on ne veut plus de produits chimiques. Vous allumez la télé pour que les consommateurs de l'agroalimentaire vous disent qu'ils veulent des produits naturels, parce que qui dit naturel dit bonne santé, ce qui est faux. Aller manger le lien est trop rapide, mais le consommateur veut des produits naturels. On ne veut plus utiliser des produits chimiques, on ne veut pas utiliser des antibiotiques, on ne veut pas utiliser des pesticides. Donc vous avez toute une série de facteurs qui viennent s'ajouter les uns aux autres.
Aujourd'hui, il y a clairement une tendance très forte vers les extraits naturels pour toute une série d'applications. Et c'est vrai que le terrestre, c'est bien, mais regardez les chocs climatiques que l'on voit de plus en plus, thermiques, etc. Le gros avantage de l'algue, c'est que dans la mer, plus il y a de soleil, plus elle pousse. Et s'il fait 1 ou 2 degrés, ou même 5 degrés de plus ou de moins à l'échelle terrestre, dans la mer, la température de l'eau ne va pas faire grand-chose à l'algue qui va continuer à pousser. Donc, et en plus, ici, on a des eaux qui sont extrêmement pures. Il faut arrêter de s'inventer des problèmes. Hein. En France, les eaux sont pures. En France, en Norvège, en Islande, au Chili, etc. Allez faire un tour en Asie. Faites un tour en Asie, allez voir la quantité d'algues qui étaient récoltées en Asie et qui ne peuvent plus être récoltées aujourd'hui parce que c'est bourré de métaux lourds. À force de polluer les sols, c'est la mer qui s'est polluée et les algues ont capté tout ça. Donc nous, on a des eaux qui sont très très pures. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que l'algue sera presque un témoin de la bonne qualité ou non des eaux. Oui, enfin, vous avez parlé des algues vertes. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le débat des algues vertes parce que c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense, mais aujourd'hui, en France, on va de toute façon avoir des réglementations qui vont être de plus en plus sévères pour éviter la pollution, etc. Donc, de toute façon, la mer va être de plus en plus saine. Hein, donc, vous avez une qualité de l'eau, et là je parle, il y a des scientifiques autour de la table qui vont être capables de dire si la qualité de l'eau est bonne ou pas. Je crois qu'on va avoir une contradiction, c'est bien pour un débat. Hein. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les biomasses que l'on a en France sont de très bonne qualité. Il faut aller, elles sont comparables à d'autres pays comme le Chili, etc. Très incomparable avec ce qu'on peut trouver en Asie, en Chine, etc. Fabrice Bohin, dernière question avant un éventuel échange. Vous nous avez dit que donc il y a déjà énormément d'applications. Est-ce que dans le futur, il y a 2 ou 3 pistes que vous pouvez nous donner pour la vie quotidienne, que ce soit en santé, que ce soit en alimentation, que ce soit dans tous les domaines? Moi, je pense que de toute façon, vous apprendrez tous en tant que consommateur à consommer des algues. Donc aujourd'hui, si vous posez la question à la population qui est là, et vous pouvez faire l'exercice, vous allez voir que 80% des gens sont favorables à la consommation d'algues. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est très riche en oligo-éléments, peu calorique, etc. Donc peut être riche en protéines dans certains cas. Bon. Donc les gens sont attirés par l'algue, ça a une image très positive, etc. Par contre, l'économie qui fait que le consommateur puisse manger de l'algue, le trouver au supermarché, elle n'est pas encore très développée. Donc, de toute façon, pour moi, l'algue est clairement une matière première du futur. Et derrière, vous avez toute l'économie qui va se développer autour des actifs ou des produits issus d'algues. Vous pouvez en faire des produits comme nous, des actifs pour l'agroalimentaire, la cosmétique, faire des biostimulants pour tout ce qui est plantes. Vous pouvez en faire des bioplastiques, etc., etc. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup d'Algaïa en France. Il y a pas, non, il y a qu'un seul Algaïa puisque on non, est. Mais je veux dire des sociétés. Non, mais j'ai bien compris. Autour donc, des je fais un peu de pub. Donc il y a qu'un seul Algaïa dans le sens où on a une particularité. On est capable de développer à la fois des produits pour l'agriculture et pour l'agroalimentaire. Par contre, il y a d'autres sociétés en France qui développent des extraits d'algues pour la santé animale, comme je pense à une société qui s'appelle Allmix, par exemple, qui se développe très 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 bien. Hein, donc, je ne sais plus quelle croissance à 2 chiffres elle a. Il y a des sociétés qui se développent avec des extraits d'algues comme actifs cosmétiques. Il y a des sociétés qui se sont créées autour des algues pour en faire des bioplastiques. Etc., etc. Donc c'est la filière de qualité dont vous parliez tout à l'heure. Et moi, plus je verrai de sociétés se développer dans le domaine pour être éventuellement concurrente de matières premières, et plus je serai content, parce que ça veut dire que plus on va développer cette filière, on va créer des emplois, des goémoniers, et créer une filière d'avenir dont tout le monde va bénéficier, et la France la première. Merci beaucoup. Alors, si ça ne fait pas la une du JT, ça fait très souvent la une de La Mer, notre avenir. On essaye. D'ailleurs, je vais vous donner une information. Le journal Sud-Ouest va nous rejoindre dans cette aventure et on va essayer que beaucoup de journaux régionaux nous rejoignent pour que la mer soit non seulement l'avenir de l'Ouest, mais de toute la France. Donc, merci beaucoup. Je vous ai vu tiquer, Thierry Elie. Je crois que c'est normal parce que j'ai lu quelques articles vous concernant avant de venir.
Et j'ai bien compris que la priorité des priorités pour vous, c'est la qualité de l'eau. Donc, suivant où on se place, elle n'est pas forcément de la même valeur. On a une bonne qualité d'eau, oui, c'est sûr, parce que à titre professionnel, je vais en Chine 1 ou 2 fois par an vendre mes produits. Et si on vend des produits, c'est parce que on est reconnu d'avoir une haute qualité sanitaire et des autocontrôles en entreprise très forts. Mais ça ne suffit pas. Moi, je viens de prendre la présidence du comité régional de la conchiculture Normandie-Mer du Nord. Donc 15 février dernier. Voilà, je vais du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge. Et j'ai commencé par des fermetures de zones parce qu'il y avait des pollutions, et des pollutions de norovirus. Le norovirus, c'est... on va être un peu assez facile. C'est la matière fécale qui vient d'animaux à sang chaud, et donc humains. C'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements dans les stations d'épuration, il y a des dysfonctionnements dans les SPANC, les assainissements non collectifs. Il y a des collectivités qui s'arc-boutent à garder leurs stations d'épuration alors qu'ils sont à l'échelle communale, ils sont rincés au niveau financier, ils ne peuvent plus, mais ils s'arc-boutent, ils restent jusqu'en 2021. C'est de l'inconscience pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est de l'inconscience pour l'économie. Parce que nous, quand on est fermé 28 jours et l'économie conchilicole s'arrête. Imaginez au moment de Noël qu'on puisse nous arrêter. Je leur souhaite bien du plaisir. Alors les SPANC, c'est des noms collectifs, ils sont au bout du rouleau parce que c'est pas assez mutualisé, donc ça serait le législateur réfléchisse. Et il y a des pratiques culturelles d'agriculture qu'il faut revoir. Souvent, il y a des bonnes installations chez nos amis agriculteurs, mais il y a des pratiques qui sont pas bonnes, et c'est des bassins versants, et ça ruisselle, et donc on a des problèmes de qualité d'eau sanitaire. Donc c'est pour ça que je tiquais. Mais c'est vrai que pour aller en Chine, oui, il y a des deep zones. Dans certains, même aux États-Unis, ils ont des deep zones aussi. On Pouvez nous traduire deep zone des zones mortes. On va dire qu'on peut plus en faire grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que je tique. Il n'y a plus aucune espèce vivante dans ces zones. Il faut reconquérir. Et la reconquête, on s'aperçoit quand l'être humain est un peu forcé sur l'accélérateur, revenir à un point zéro ou à un point même pas zéro, c'est très difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je... Non, mais j'entends bien et d'ailleurs, je trouve ça... Enfin, j'espère que c'est des problèmes qui remontent assez haut, comme on dit, pour trouver des solutions, parce que ça semble quand même assez... On a de la chance, parce que le 22 mars dernier, il y avait un grand... ce qu'on appelle un COPIL, un comité pilotage. On avait la chance d'avoir le président de région, Morin, le président du département, Lefebvre, le préfet de la Manche, Sabaté, la direction de l'agence de l'eau, et il y a une volonté politique de vouloir faire, et même une volonté gouvernementale, parce que quand le préfet s'engage, c'est le gouvernement, de vouloir faire et de commencer à faire un stop sur les pollutions. Nous, au niveau du comité régional conchicole, on emmagasine des mesures, mais faramineuses de pollution, et comme j'ai déjà dit dans un autre de vos publications, on fera tout moyen, voire même des moyens en justice, parce que quand par exemple, on communique, sur 3 ans, on met presque 1,5 million de communication pour promouvoir l'huile de Normandie. Donc 1,5 million, moi j'ai démarré ma présidence avec des titres huîtres contaminées. Et en étant le fil rouge du département au concours général agricole pour présenter une filière d'excellence. Oui, il y a mieux. Dire, j'étais pas très vaillant, je vous dirais. Et pourtant, justement, est-ce que les huîtres de la Manche, de la Normandie, enfin de tout, y compris de la mer du Nord pour vous, est-ce qu'ils sont assez connus? Parce qu'ils sont vraiment très bonnes. Je vous dis, ce midi, on a encore goûté au Saint-Va. C'est pas voilà, ça vaut très largement. Vous avez bon goût. Non, mais ça vaut très sincèrement, ça vaut. Oui. Voilà, bon, je me suis trompé, mais c'est pas donc c'est quand même de la région. Et ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être moins connu que certaines marques du sud-ouest de la France. Est-ce qu'il y a vous mettez de l'argent en communication, mais est-ce que même les gens de la région sont assez conscients de cette richesse? Oui, les gens de la région sont conscients de leur richesse. On est un bassin ostréicole récent, des années 70. Bon, ça commence à faire loin, mais on est récent et on a été longtemps... Ah oui, c'était pas... avant, c'était pas... il y avait quelques cultures, mais c'était du repaquage, la pêche et reparquer. Les années 70 ont vu le décollage de l'ostréiculture dans la Manche, parce que la Manche est quand même le premier département
français en culture marine. 16 000 tonnes moules, 21 000 tonnes huîtres, 350 tonnes de palourdes sur les îles Chausée. Donc, là, dans les années 70, la culture... premier... le département, mais podium. Elle en est au haut du podium. Et donc, on s'est développé dans les années 70 grâce à la culture surélevée, sur les tables à 8. On appelait ça les lits, parce que ça commençait sur des lits de l'armée. Ça a été mis quasiment au point dans l'entreprise de mon papa, qui faisait le surplus des lits militaires. Hein, ça a commencé comme ça, la culture surélevée. Et on a pu conquérir les estrans. Vous êtes les seuls à faire ça ou non, après on a été copiés. On a été copiés. La Normandie est belle, mais souvent on est trop discret. On l'a pas fait assez savoir et on chasse pas assez en meute par rapport à vous, amis bretons. Donc, on est récent, on est une économie forte, à peu près 3000 emplois directs, des saisonniers, des indirects. Hein, et on aspire à continuer, mais dans une gestion équilibrée. Et pour rejoindre l'interlocuteur précédent, on a fait des études sur une algue qui salit les poches à huîtres. Une algue verte. Alors, vous savez, j'ai même pris, parce que c'est imprononçable pour moi, c'est une Ulva intestinalis entéromorphe. Donc, c'est terrible. C'est vert. Vous connaissez, oui. Oui, on n'utilise pas, mais je connais. Voilà. C'est les algues vertes. En fait. Voilà. Donc, mais ce qui sont sur les poches à huîtres, et ça obstrue les poches à huîtres, donc la circulation de l'eau pour la nourriture des huîtres. Donc avec le SMEL, il y a déjà une pré-étude qui a été faite de ramassage, voir si c'était ramassable, si on pouvait en faire quelque chose. Donc apparemment c'est ramassable, on peut en faire quelque chose. Donc il y a une nouvelle étude qui a été relancée sous le FEAMP aussi, un appel à projet pour voir si on peut aller plus loin. Et là c'est formidable parce qu'on arrive à une gestion équilibrée du milieu. C'est-à-dire on va faire des huîtres, et on va nous aider dans nos pratiques culturelles parce qu'il faut qu'on nettoie ces poches à huîtres. Et c'est formidable parce qu'on n'interfère pas encore dans le milieu. La culture d'algues, je ne suis pas contre, je ne connais pas assez. Mais nous, on est en milieu ouvert. Donc, cultiver, alors si c'est juste prendre ce qui existe et le rationaliser, peut-être réinjecter des choses en plus dans la mer. Moi, dans mon code rural, les comités régionaux, on est pour la gestion équilibrée des ressources. J'ai toujours ça en tête. Donc, pourquoi pas ? Parce que là, nous, si on peut participer même à donner des algues à produire, puis ça va valoriser un peu plus nos entreprises, ça va valoriser le département, ça va accroître son PIB, l'aménagement des territoires. Donc, oui, on suivra. Mais il faut valoriser. C'est toujours le problème. Après, il faut valoriser aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même, et honnêtement, on ne l'a pas fait exprès, c'est que, quelles que soient les tables rondes, vous connaissez tous et vous travaillez tous ensemble. Ce qui est quand même, sans flagornerie, c'est bien parce que on sent que le milieu maritime est assez, au moins solidaire et puis ils travaillent ensemble. Oui, c'est pas obligé parce que quand vous regardez la carte de France, on est tout seul, on est un petit i. On est un petit i dans l'eau, on est une presqu'île. Donc, où on se tourne, on ne travaille pas à 360 degrés. Quand je fais du commerce, du moins moi maintenant, il fallait que je fasse 100 km de plus que tout le monde pour commencer, presque arriver en France, à joindre les zones d'achalandise. Oui, parce qu'on est quand même assez chauvin, on crie moins, mais donc obligatoirement, on est obligé de se soutenir. Et comme je le dis, on le dit pas assez, on le crie pas assez fort. Et alors, quels sont vos projets, puisque vous avez un mandat de 4 ans Alors, mon projet, les projets, on en a plusieurs, donc les principaux institutionnels, donc la transparence, est améliorée. Mais le projet, vraiment, sur la côte ouest, c'est la qualité de l'eau. Sans la qualité d'eau, on ne peut pas exporter. Moi, j'ai de la chance, sur Saint-Va, on a une baie qui est en zone A. Zone A, c'est des classements d'eau sanitaire, A, B, C, A. On peut prendre les huîtres et les vendre directement sans passer en bassin de purification. B, on doit passer X temps en purification. C, on est mort. On a une deuxième zone, on va regagner. Donc, et c'est important, cette qualité des eaux, parce que c'est une image de marque du produit. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas aller en Chine, par exemple. Je ne peux pas exporter en Chine, qui devient un marché important. Après, la valorisation, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait beaucoup d'huîtres ? Est-ce qu'on est une nourriture ou on est un savoir-faire, une image de gastronomie, une image de marque française ? Toujours, quel équilibre on va ? Je ne voudrais pas devenir du saumon fumé. Je ne veux pas devenir du luxe. Je veux rester du festif et du gastronomique.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Fabrice Bohin. Et puis on se retrouvera pour le... Si la croissance elle est à, je ne sais pas combien de chiffres, 2, peut-être pas 3 encore par an. Alors, on va peut-être pas faire x15 tous les ans, donc c'est un peu compliqué, mais oui, croissance. Mais je retiens qu'en tout cas, ce qui vous unit, c'est la qualité de l'eau et donc la qualité des produits. Et pouvoir, c'est très bien. Justement, je vais rappeler Jean Morin pour le mot de conclusion, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas, mais mon sentiment, c'est ça. C'est que, au-delà au terme de ce petit débat, la richesse, c'est quand même visiblement le travail collectif autour de la mer et la prise de conscience. Est-ce que c'est quelque chose qui, à vos yeux, est important ? Oui. Comme ça a été souligné tout à l'heure par M. Ali, nous avançons, nous, dans ce département, en rang peut-être pas toujours assez serré. Pourtant, nous avons cette étroitesse de département, cette presqu'île, cette péninsule très marquée. Et il est vrai que ça rend quelque part l'équilibre d'autant plus fragile. Il faut le souligner, vous l'avez souligné. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais tellement sur la qualité des eaux. Et là, on a parlé des SPANC, on a parlé des stations de traitement. Les stations de traitement sont parfois très anciennes, n'ont jamais parfaitement fonctionné, dans certaines, je pense à certaines, que je ne citerai pas. Et puis il y a les SPANC. Et j'ai été président de communauté de communes. J'ai vu ce que c'était que de tenter de faire respecter l'assainissement individuel. Et je peux vous dire que c'est pas évident. C'est des lettres de menaces, d'insultes. Parce que nous trouvons parmi les personnes que nous contrôlons au travers de ces SPANC des irrégularités, des choses qui ne sont pas conformes. Et ces personnes ne veulent en rien modifier leur station. Le problème, il est clair, et là, si on veut véritablement arriver à quelque chose dans ce département et dans d'autres, c'est nous ayons finalement des moyens coercitifs que nous n'avons pas. Nous ne disposons pas, au niveau des SPANC, en tant que communauté de communes, de moyens coercitifs. Nous pouvons envoyer un courrier recommandé, mais nous n'avons pas véritablement de moyens. Et lorsque j'envoyais les responsables du SPANC, ils se faisaient recevoir, mais d'une façon déplorable. C'était des menaces, véritablement. Donc, il faut à tout prix avancer sur ces points. Il y a effectivement les problèmes collectifs, mais il y a aussi l'assainissement individuel qui, à mon avis, est à travailler. Alors, a fortiori, tout de suite, je le disais, cette année particulièrement pluvieuse, ça a lavé les terrains et les choses font que... Mais là, côté agriculture, il y a véritablement une prise de conscience et on sent qu'on peut avancer. Là, on peut gagner des points. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous l'aurez compris, et je suis particulièrement ravi de cette soirée parce que nous avons balayé un petit peu tous les sujets. Nous sommes partis du nautisme, mais le nautisme sans qualité des eaux ne peut pas exister. Le tourisme sans qualité des eaux ne peut pas exister. Donc l'économie touristique, personne ne peut véritablement bien travailler avec une mer sale. Et nous lui devons le respect à cette mer. J'insiste bien là-dessus. Et je pense que tous les amoureux de la mer que nous sommes, nous ferons tout pour justement progresser efficacement dans cette direction, parce que c'est la condition sine qua non de cette réussite. Voilà. Et donc la mer est l'avenir de la Manche, et inversement. Oui. Merci beaucoup, Jean Morin, de votre accueil, de votre soutien à la mer, notre avenir. Merci, monsieur le maire Pierre Géane, de votre accueil également. Merci à toutes et à tous. Donc, vous pourrez retrouver ces entretiens sur le site La mer, notre avenir. Je crois que c'est .fr. Antoine, c'est .fr, c'est ça, voilà. Il y a des .com, mais là c'est .fr. Il n'y a pas de .manche encore, non? Parce que comme on est loin de la France, si j'ai bien compris. Et donc, vous pourrez retrouver les séquences, et puis à de prochains rendez-vous, on parlera à nouveau de la Manche dans tous les numéros de La mer, notre avenir. Merci à tous et à toutes d'être venus. Bonsoir.